Cette vidéo diffère du format habituel de la chaîne Géopolitique mondiale. Il s'agit d'un cours donné par un professeur chinois à des étudiants en Chine. C'est intéressant, du moins je trouve cela intéressant, parce que nous voyons la perspective d'un professeur chinois parlant de la géopolitique des États-Unis là-bas en Chine. Pour un public chinois, est-ce différent d'un professeur étranger qui explique la perspective de la Chine, ou d'un professeur chinois s'adressant à un public non chinois hors de Chine? C'est très centré sur ce contexte, donc je trouve cela intéressant. J'ai utilisé la traduction vocale de YouTube pour faciliter, car j'imagine que la plupart de mon public ne parle pas chinois, alors commentez. Voilà. Si tu apprécies ce contenu, je pourrais proposer à l'avenir d'autres cours ou conférences de professeurs étrangers pour commenter des sujets similaires. Si tu aimes, commente et partage la vidéo avec tes proches. Pour que la chaîne Géopolitique mondiale survive, car YouTube l'a encore une fois mise au placard, aujourd'hui elle est presque invisible sur YouTube, donc votre soutien, même modeste, est crucial. Si chaque personne qui regardait cette vidéo s'abonnait et la partageait avec 10 personnes, le nombre de vues serait bien plus élevé. Votre aide, même minime, ferait une grande différence. Je suis Adriano Peta, bienvenue sur Géopolitique mondiale. Ce graphique illustre la croissance du produit intérieur brut mondial parallèlement à la hausse de la population. En excluant le segment virtuel et en se concentrant sur le produit intérieur brut tangible, la croissance démographique augmente à chaque décennie. Le produit intérieur brut réel par habitant baisse, comme le montre un graphique de la Banque mondiale. Donc ce qui est réellement en hausse, c'est le composant virtuel, les actifs financiers qui se développent à un rythme des centaines de fois supérieur. C'est compréhensible car générer de la valeur via des transactions financières est très facile et peu coûteux. Vous n'avez plus rien d'autre à prendre en compte en vous lançant là-dedans, tant que vous parvenez à persuader d'autres nations d'accepter votre monnaie, vous réalisez un bénéfice, n'est-ce pas? HM donc aujourd'hui l'exigence institutionnelle la plus significative à l'étape actuelle de la mondialisation du capital financier, ou, alternativement, l'exigence institutionnelle la plus significative est la libéralisation financière. On parle souvent d'absence de frontières financières. Cela permet la libre circulation du capital financier sans restriction. Uniquement si vous acceptez votre monnaie et laissez circuler librement votre capital financier dans l'économie nationale. En fait, cela peut maximiser considérablement vos avantages, car cela représente un scénario où une quantité substantielle de crédit apparaît pratiquement sans. Nous avons donc déjà exploré ce raisonnement, ce qui a mené à ce résultat. Il doit posséder un domaine pour absorber le capital financier, et ce domaine est la spéculation d'aujourd'hui sur des produits spéculatifs. Le taux de croissance de ces produits spéculatifs est très rapide. Le soi-disant commerce des produits dérivés aux États-Unis s'est multiplié en plus de 2000 types au cours de 20 ans depuis les politiques néolibérales des années 1980, innovant constamment dans le commerce des produits dérivés. La dette peut générer des dérivés, les contrats à terme peuvent générer des dérivés, les actions peuvent générer des dérivés, tous peuvent générer une grande quantité de produits dérivés. Ces capitaux à haut risque permettent au secteur spéculatif d'absorber une grande partie de la hausse de liquidité. En utilisant les risques générés par ces hauts risques, ils finissent par éliminer cette liquidité, transformant le jeu financier en un cycle A. De cette manière, il a le potentiel de persister. Ainsi, nous constatons que l'économie américaine contemporaine présente un phénomène assez intrigant, dans lequel elle génère perpétuellement de la liquidité tout en l'éliminant en même temps. Cependant, pour les pays en développement, cela a posé d'importants défis réglementaires. Par conséquent, dans ce schéma, nous constatons que les nations du Nord, souvent appelées nations dominées par le capital financier, possèdent la capacité d'augmenter perpétuellement la liquidité. Cependant, pour les nations du Sud, à l'étape de l'économie réelle, il devient nécessaire d'accepter la liquidité qui découle du processus d'assouplissement quantitatif qu'il provoque. Où ces investisseurs institutionnels placent-ils leurs ressources? Ils allouent leurs ressources sur le marché des capitaux, effectuent des transactions de produits dérivés sur le marché des capitaux et en tirent des profits. Simultanément, ils allouent des ressources dans ce qu'on appelle les contrats à terme sur matières premières, les contrats à terme sur l'énergie et les contrats à terme sur les céréales.
Sur le marché à terme, les investisseurs qui laissent leurs opérations ouvertes dominent désormais, la plupart étant des spéculateurs. Ils veulent juste des profits. Sur le marché à terme, l'achat d'énergie ou de denrées représente moins de la moitié, et ce sont les spéculateurs qui causent quand la rupture. Ainsi, les variations importantes des prix sur le marché à terme entraînent souvent de l'inflation dans les pays importateurs lors des hausses. L'inflation nette importée désigne la baisse des importations, appelée aussi déflation des importations. La déflation des importations est aussi appelée inflation ou déflation des importations. Elle est due uniquement à la spéculation sur le marché à terme, pas à une réelle pénurie de pétrole ou de nourriture. Sa relation avec l'économie réelle diminue, tandis que sa connexion avec la spéculation augmente. Comme mentionné, dans les années 1980 et 1990, les Américains ont créé plus de 2000 types de produits dérivés en 20 ans. Ces choses ont appauvri les pauvres et enrichi les riches, rendant la vie des pays en développement plus difficile et renforçant les nations déjà riches en capital financier. Ignorer le capital financier empêche de comprendre la situation mondiale. Lorsque les prix à terme des matières premières augmentent fortement, cela nuit gravement aux économies des pays développés et en développement. Tout d'abord, les pays développés eux-mêmes ne peuvent pas supporter la hausse des prix des matières premières et du pétrole. C'est pourquoi ils abandonnent l'économie réelle. Parallèlement, la demande des consommateurs baisse aussi, ce qui impacte les économies peu réelles comme la Chine, dont les exportations chutent. La Chine doit donc utiliser les obligations d'État pour financer les infrastructures et compenser la baisse de la demande extérieure. Comme elle doit s'engager dans la construction de base, elle doit acheter des matières premières sur le marché international, ce qui signifie essentiellement importer. Inflation. L'inflation importée augmente les prix des matières premières de base, impactant négativement l'économie réelle. Si le contrôle macroéconomique d'un pays implique des investissements massifs dans les infrastructures, cela augmentera également les prix des facteurs. Qu'est-ce que cela signifie pour les pays en développement ? Il y aura une réduction des rendements, ce qui affectera significativement l'économie réelle. Cette influence sur l'économie réelle déplacera des capitaux vers les marchés spéculatifs, risquant d'aggraver les problèmes de prêts à taux élevés. Cela impactera fortement le développement des infrastructures. Pour les gouvernements locaux qui collaborent à des projets de construction essentiels, cela entraînera une dette locale substantielle. Alors que se passe-t-il ? Dans les nations en développement, surtout les grandes économies d'eau réelle comme la Chine, la régulation macroéconomique devient un dilemme. Le capital à faible coût des marchés étrangers afflue vers les économies réelles venant de pays en développement déjà très endettés ou engagés dans des prêts à taux élevés, facilitant des acquisitions stratégiques. Il génère ainsi des revenus des deux côtés. Il obtient notamment d'importantes recettes via le marché à terme. Une méthode vise à générer des revenus sur le marché des capitaux, poussant les nations en développement à transférer davantage d'avantages aux pays développés. C'est bien la situation à laquelle nous assistons actuellement. Examinons plus en détail les principales raisons de l'affrontement stratégique entre la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique. Ces dernières années, la Chine a exporté vers les États-Unis un excédent commercial record de plus de 500 milliards de dollars américains. Ces excédents commerciaux qui affluent envers la Chine entraînent une augmentation de l'émission de monnaie, car la Chine contrôle strictement les changes étrangers. Chaque dollar reçu est aussitôt changé en 6 à 7 yuans. Par conséquent, vous pouvez voir sur ce graphique la vitesse d'émission du renminbi, cette ligne rouge étant la plus rapide. La période principale correspond au moment où la Chine exportait massivement vers les États-Unis et où l'émission de renminbi a fortement augmenté. Le graphique présenté ci-dessus illustre la valeur totale globale du renminbi chinois, du dollar américain et du yen japonais, calculée à l'aide de la mesure de la masse monétaire M2. Le résultat objectif c'est que, ces dernières années, à partir de 2010, la quantité totale de renminbi a augmenté de manière significative, dépassant la valeur totale du yen japonais. Elle est au moins un tiers supérieure à la valeur totale M2 du dollar américain. Cela signifie que le renminbi est déjà un capital financier important. Cela montre une divergence systémique marquée.
L'émission du renminbi est fondamentalement basée sur l'autorité du gouvernement chinois, spécifiquement par l'intermédiaire de la Banque populaire de Chine. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est sûrement pas l'or. Quelle est la base d'émission du renminbi? Pourquoi cet argent a-t-il de la valeur? Parce qu'il est émis par l'État. Donc le renminbi est garanti par l'autorité de l'État. Le renforcement d'une monnaie souveraine établit le crédit. La monnaie crée le crédit. La seule ressource disponible est l'autorité politique, donc l'autorité politique, le pouvoir gouvernemental et les administrations au contrôle, ainsi que le système monétaire. Quelle est l'origine du crédit du dollar américain? Le dollar américain n'est pas émis par un pays. Faites attention, cette différence est importante. Le dollar américain est en fait une institution qui a été créée par des banquiers privés. Elle est connue sous le nom de Réserve fédérale. La Réserve fédérale n'est ni une entité officielle, ni une institution ou organisation gouvernementale. C'est plutôt un institut géré par des banquiers privés. Cette organisation détient l'autorité d'émettre la monnaie nationale et de fixer la politique financière des États-Unis, ensuite appliquée par le gouvernement. Cet événement est rare dans le monde, tant pour les nations que les systèmes. Dans la plupart des pays, l'État attribue à sa monnaie nationale l'autorité, créant ainsi une monnaie souveraine. Dans un nombre restreint de nations comme les États-Unis, les institutions sont établies par des entités bancaires privées et, par la suite, le gouvernement promulgue les politiques de ces groupes de banquiers privés. Politiques. Donc, au cours de la longue histoire des États-Unis, il y a eu plusieurs présidents influents qui ont tenté de récupérer l'autorité monétaire. Ils ont tous échoué dans leurs efforts. Presque tous les présidents qui étaient résolus à récupérer l'autorité monétaire ont fini par décéder. Vous pouvez rechercher ce sujet, de nombreuses histoires similaires existent. Impossible de prouver avec certitude la cause exacte de leur mort, y compris l'assassinat reconnu de Kennedy. Et ainsi de suite, qui partagent des revendications similaires pour restaurer les droits monétaires au gouvernement, aucun de ces plans n'a été entièrement réalisé. Par conséquent, comme vous pouvez le constater jusqu'à présent, la Chine continue de maintenir son contrôle national sur le capital financier. Dans quel but précis? Voyez le graphique à gauche, êtes-vous d'accord? C'est intéressant. Le secteur privé diminue, c'est ce qu'on appelle procyclique, j'ai expliqué le procyclique au début. L'investissement privé baisse, tandis que l'investissement public, dit contracyclique, augmente. Quel est le rôle des mesures anticycliques? C'est lorsque l'économie est en déclin, il y a aussi une main visible qui peut pousser l'économie vers le haut, de force. Ainsi, ces dernières années, lorsque la Chine a été confrontée à des crises mondiales et à une baisse des exportations lors des défis de croissance, le gouvernement chinois a surtout utilisé les finances nationales, en finançant des infrastructures sans bénéfice immédiat. Un exemple est l'allocation de fonds pour construire routes et chemins de fer dans des régions rurales, montagneuses ou désertiques. Tous les investissements dans la construction d'aéroports ne peuvent pas être récupérés à court terme, et il est également difficile de les récupérer à long terme. Nous devons investir. Pourquoi devrions-nous le faire? Parce que si vous n'investissez pas, les entreprises n'auront pas de marché et les travailleurs finiront par être au chômage. D'un autre côté, il faudrait utiliser les finances du gouvernement pour payer les allocations chômage des travailleurs. Au lieu de faire cela, il vaut mieux investir. La Chine a beaucoup investi, notamment en montagne, ce qui explique la présence du plus grand pont du monde dans le pays. Le tunnel le plus long se trouve en Chine, et beaucoup de ces projets d'infrastructures sont en Chine. Je considère que c'est l'une des politiques les plus innovantes de Donald Trump, axée sur le développement des infrastructures. Son plus grand défi est qu'il ne possède pas les soi-disant entreprises d'État S-Soi, similaires à celles de la Chine. De plus, il ne possède pas de système bancaire d'État. Ainsi, le système chinois fait transiter l'argent du gouvernement par les banques d'État qui le versent ensuite directement aux entreprises publiques.
Ces entreprises construisent les infrastructures, soutiennent la croissance chinoise et l'emploi. Les États-Unis utilisent des banques privées pour émettre plus de monnaie afin d'acheter des obligations d'État. Cela conduit à une expansion virtuelle du capital des deux mains. Je ne dis pas encore si ces deux systèmes sont bons ou mauvais, je souligne simplement que les différences sont très significatives. Il n'y a ni bien ni mal, seulement des systèmes différents. Vous pouvez observer et analyser vous-même comment les effets de ces deux systèmes se manifestent. Analyser cela selon la théorie américaine indique que les banques d'État chinoises sont inefficaces. Les entreprises banques d'État sont inefficaces, elles ne fournissent pas de recettes fiscales et occupent une grande quantité de capital. En fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas parce que les ressources financières sont utilisées que rien n'est produit. Une quantité significative de richesse est effectivement générée. Cependant, cette richesse se manifeste sous la forme d'aéroports, de ports maritimes, de gares, d'autoroutes et de systèmes ferroviaires à grande vitesse. Aucun de ces investissements ne peut offrir de retour immédiat. Ainsi, une grande partie du capital des banques d'État chinoises est aujourd'hui bloquée. Et ceux qui ne peuvent pas être récupérés bientôt, laissez-les faire faillite. Selon la théorie économique générale du libre marché, ils devraient tous faire faillite. D'accord, tant que vous appliquez sincèrement ce qui doit être déclaré dans les médias aujourd'hui, l'économie chinoise aurait déjà dû faire faillite. Leurs grands investissements ne peuvent pas être récupérés rapidement. Nous utiliserons cela pour analyser comment Trump pourrait gérer la situation, mais il n'a pas les méthodes de la Chine. Alors, comment va-t-il faire cela en comptant sur des banquiers privés pour réformer les chemins de fer de Zewa ? Combien de temps faudra-t-il pour récupérer l'investissement ? Pourquoi des particuliers investiraient-ils dans la reconstruction des routes et des aéroports américains ? Et combien de temps faudrait-il pour récupérer l'investissement ? L'investissement privé baisse, comme toujours lors des crises économiques en Chine. La courbe bleu clair illustre cela. Son déclin est inévitable, alors comment réagir ? Miser sur l'investissement public pour le relancer. Quand l'un baisse, l'autre progresse. C'est ainsi que ça marche. Un nombre important de personnes critiquent le système chinois. Je ne veux rien insinuer d'autre, je vous suggère simplement d'observer l'impact réel. Je ne veux pas défendre le système fermé ou bureaucratique de la Chine, car je ne l'aime pas non plus. Il préserve l'emploi clé de la nation et son développement économique. C'est crucial. Nous n'avons pas eu les problèmes rencontrés par d'autres pays. Donc, de ce point de vue, nous devons probablement l'analyser sous plusieurs angles et l'évaluer selon différentes perspectives. Même si la Chine achète des obligations d'État politique, il y a une différence significative entre ces deux aspects. Nous affirmons que les États-Unis utilisent la dette nationale pour financer leurs dépenses, soutenir leur armée et asseoir leur suprématie. L'illustration suivante peut clarifier cela pour tous. Elle est placée dans le coin inférieur droit de l'image, montrant la mer d'Arabie, le golfe Persique et la mer Rouge au Moyen-Orient. Répartition des bases militaires de Zewa. Les États-Unis ont des dépenses militaires élevées car ils possèdent de nombreuses bases, dans les grandes zones de production d'énergie et de matières premières mondiales, ainsi que sur les principales routes de transport. C'est important. Pour soutenir ces fortes dépenses militaires, il doit garder le contrôle. Le contrôle sur ces zones est maintenu par l'hégémonie militaire, ce qui leur permet d'exiger que ces pays règlent leurs transactions en dollars américains. Cela évoque une intégration comparable au fascisme, mêlant domination militaire et suprématie financière. Durant la phase du capital financier, c'est le nouveau fascisme. HM. Le néofascisme désigne une situation où la domination du capital financier repose uniquement sur l'hégémonie militaire. Il a une exclusivité très forte. Seul un nombre limité d'individus parvient réellement à comprendre cette ligne de raisonnement en affirmant simplement que c'est comme ça. Comment le capital financier peut-il être assimilé au fascisme ?
Tout le monde semble très bien habillé en costume, tout comme lorsque vous allez voir tous ces investisseurs institutionnels, tout le monde est habillé de manière extrêmement formelle comme ça. Comment cela peut-il être considéré comme du fascisme? Désolé, mais quand on pense à l'histoire, les régimes fascistes en Allemagne et au Japon ne portèrent-ils pas aussi des tenues formelles? Leur style était également remarquablement formel. Dans le contexte mondial, l'image en bas à gauche devient intéressante. Cette carte présente la dette mondiale, principalement dans les pays développés, et à droite la carte de la population. La majorité des 7 milliards d'habitants vit dans les pays en développement, tandis que les plus grandes dettes se trouvent dans les pays développés. Quand on dit que les dettes peuvent ne pas être remboursées, seuls les pays développés ne remboursent pas. Les pays en développement doivent payer leurs dettes. Parce que leur monnaie est faible, les pays développés peuvent éviter de payer leurs dettes parce que leur monnaie est forte. La monnaie forte doit son statut de règlement et de réserve à la puissance militaire. Ce raisonnement est logique. Je souhaite aborder aujourd'hui le sujet principal, la mondialisation du capital financier et ses principes objectifs. J'ai terminé mes remarques. Merci beaucoup à tous. C'est tout les amis. Dites-moi en commentaire si vous partagez l'avis du professeur chinois. Ce n'est pas forcément mon point de vue. Je trouve simplement intéressant de présenter la perspective d'un professeur chinois venant de l'intérieur de la Chine pour un public chinois. Je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas forcément mon avis. Même si je partage beaucoup de ces idées, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non et ce que vous en pensez. Et si ce genre de format vous a plu avec d'autres universités et pays abordant des sujets similaires, alors, qui sait, si cela vous plaît, je pourrais le refaire. Cela dépendra du nombre de vues de la vidéo.